Yippee-ki-yay, motherfucker. Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonjour, bonsoir à toutes et à toutes, chères auditrices et chers auditeurs, et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Aujourd'hui, je suis avec mes deux camarades les plus fidèles, Lucien Alflans. Bonsoir, comment vas-tu ? Ça va et toi, Oli ? Ça va très bien, merci, mais peut-être moins bien que Monsieur Manuelas. Ça va très bien, Olivier. Voilà, je pense qu'on a aujourd'hui un programme un peu léger, mais c'est en prévision d'une émission un peu plus pleine, d'une actu chaude et forte de la fin d'année. Ce soir, on ne parlera donc de deux films, Leila et ses frères de Saïd Roustahi, et ensuite on parlera de Barbarian de Zach Cregger, qui est sur Disney+. Mais bien sûr, une émission de transmission... Une bonne émission de transmission ne commence jamais sans un quiz. Donc, on va lancer tout de suite Jack Slater. Je vous conseille d'être très prudent. Ils m'obéissent au doigt et à l'œil. Et il me suffirait de claquer encore des doigts pour que demain vous soyez aspiré par une motocrotte sur le trottoir d'en face. Je ne saurais donc trop vous conseiller, ainsi qu'à votre tout, de rentrer à la niche. Vous avez d'autres questions ? Oui. Deux, très brèves. Primo, pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées, comme ranger mes chaussettes par exemple. Deuxio, comment comptes-tu claquer des doigts pour tes molosses une fois que je t'aurai bouffé les pouces des deux mains? En l'honneur de Leila et ses frères, j'ai donc préparé aujourd'hui un quiz spécial fratrie à l'écran. Donc pour buzzer, j'ai pas trouvé de blague aujourd'hui, donc voilà, j'étais pas en forme ce matin. Donc vous allez juste dire Manu ou Lulu, ça va ? John C. Reilly ou Will Ferrell. Ok, d'accord. Alors Moi, je prends Will Ferrell. C'est moi qui désigne. En fonction de Pourtant, vos qui physiques ressemble. respectifs, Manu dira Will Ferrell et Lulu dira John C. Reilly. Ah shit, je sais pas qui est le pire. Nous faisons donc allusion à Step Frangin Brother. malgré eux de Adam McKay. C'est ça. Très bien. Alors, première question, il n'y a que 3 questions. Nommez, de l'aîné au cadet, les 3 fils biologiques de Vito Corleone et leurs interprètes. Film vu 20 fois, mais alors là, leur nom, franchement. Quoi ? Ouais, Alors là, franchement, bon, alors celui qui m'en dit 2, quoi. Alors, donnez juste les interprètes. Pacino, Casal et James Steve, James Caan. Bon, alors enfin voilà, là vous êtes hyper mauvais. Donc d'abord il y a Sonny qui est James Caan, bien et puis il y a sûr. Fredo, c'est John Cazale, et puis il y a Et Michael. Michael. Enfin bon, les gars quoi. Oh, wake up. Donc et puis en plus vous avez pas dit John Reilly ou l'autre là, Will Ferrell. Donc Ah non, parce qu'on n'a pas donné la réponse. de toute façon vous méritez pas de points là. Alors ça me fait vraiment de la peine. On s'est Deuxième fait question. défoncer. Donnez les interprètes des frères Joe et Frank Roberts dans The Indian Runner de Sean Penn. Bah, ça c'est pour nous. En plus, c'est un film que t'adores en plus, Oli. Viggo Mortensen et David Morse. Enfin, pas John C. Reilly. Ok, très tiré par les cheveux, mais je te donne quand même le point. Pourquoi tirer par les cheveux? Bah parce que t'as pas dit ton nom en premier, voilà. T'as pas dit Je John C. m'appelle Reilly pas John d'abord. C. Reilly déjà. Ok, troisième question rapidement. En 1960, dans quel film retrouve-t-on les personnages des 5 frères Parandi ? John C. Reilly, en quelle année as-tu En dit 60. Rocco et ses frères. Exactement, 2 points pour Lucien. Donc voilà, Rocco et ses frères de Luchino Visconti. Rocco, c'est Alain Delon. Simone, c'est Renato Salvatori. Ciro, Max Cartier. Luca, Rocco Vidolazzi. Et Vincenzo Spiroch Focache. Voilà, très bien. Bah écoute, voilà, tu l'as mérité. C'est toi qui feras donc les relances. Ah shit. Très bien, et on commence, merci beaucoup pour ce beau jeu, messieurs, dans lesquels vous avez été très mauvais, et on commence tout de suite avec Leila et ses frères. دورتون بگردم که اینقدر قشنگ برای هرچی آدمی خیلی معنی میده بره تو مرد سیگنال اون بالا بشینه. اسماعیل جنوب رو من 10 بار به بابات گفتم اگه نمیتونی قبول نکن. این چه کاریه آبجیم آبرو نمیمونه برامون. عقب مونده یه علاف گدا فقط مال یه دقیقتونه. چیکار کنم حالمون خوب بشه؟ لیلا
برام یه آبجی بیار که بزرگتر باشه بشه بهش تکیه کرد. Après Life and a Day en 2016 et La Loi de Téhéran dont on avait parlé ici en 2021, Leila et ses frères est donc le 3e long métrage écrit et réalisé par le jeune auteur iranien Saïd Roustahi qui a donc 32 ans. Le film s'ouvre dans une usine qui stoppe subitement sa production. Des ouvriers sont alors forcés d'abandonner leur poste et de renoncer à plusieurs mois de salaire impayés. Parmi ces ouvriers se trouve Ali Reza, un homme d'une trentaine d'années, dès lors forcé de rejoindre le très modeste habitat familial. Ses frères, Parviz, Fahad et Manoucher, vivent dans des conditions misérables. Leila, leur unique sœur, incite Ali Reza à ouvrir une affaire pour sortir la famille de la misère. C'est au maître un peu trop vite le patriarche qui s'appelle Eshmat, qui est vieux, qui est malade, et qui lui est plutôt en quête d'une reconnaissance familiale de son clan étendu, les Jourablou, une reconnaissance qui lui échappe depuis des années. Alors, pour ce film présenté sur la Croisette en mai dernier, Saïd Roustahi renoue derrière la caméra avec le chef opérateur Houman Bemanesh et le monteur Bahram Degani, excusez-moi, mon persan est pas terrible, qui officiaient tous les deux sur La Loi de Téhéran. Mais dis-moi, Oli, il me semble que plusieurs acteurs qui jouent les frères m'étaient aussi assez familiers. Mais oui, bien sûr, Lucien, quelle répartie. Quelle répartie. Devant la caméra, on retrouve deux figures présentes dans tous les longs métrages de Saïd Roustahi, soit Navid Mohammadzadeh dans le rôle d'Ali Reza et Peyman Madi dans le rôle de Manoucher, le frère qui est un peu escroc. Ils étaient aussi respectivement donc le dealer et le commissaire dans La Loi de Téhéran, qu'on a vu l'an passé déjà, il n'y a pas si longtemps. Et déjà présent dans le premier film de Roustahi. Tout à fait. Enfin, le rôle de Leila est tenu par l'actrice Taraneh Alidousti, figure connue de l'univers du cinéaste Asghar Farhadi notamment, vue dans À propos d'Eli en 2009. Et donc, c'est monsieur Lucien Alflans qui commence sur le film de Saïd Roustahi. Bah ouais, c'est moi qui commence sur le film de Saïd Roustahi. Je sais plus si on avait parlé du précédent dans le podcast ou si on en avait parlé, hein, qu'on avait tous assez bien accueilli. Donc moi j'attendais celui-ci avec beaucoup d'impatience. Le film portait une réputation assez flatteuse, entre autres on a pu lire et entendre pas mal des comparaisons avec Le Parrain. Et force est de constater que c'est vachement bien, quoi. C'est vachement bien. Alors, petite facétie auquel j'ai pensé en préparant, en voyant les films assez proches dans le temps et en préparant l'émission, c'est que on est sur deux films qui avancent un peu cachés, qui ont tous les deux une volonté assez forte de sous-texte. Tu parles du Parrain et de Leila et ses frères, ou tu parles de La Loi de Téhéran et Leila et ses frères? Ni l'un ni l'autre. De cette sélection, en voyant les deux, donc je parle de Barbarian et de Leila et ses frères. Mais aussi, en effet, tu vois juste sur ce point, je trouve que Leila et ses frères, d'ailleurs, titre que je trouve, je préfère le titre visiblement originel. J'ai cherché la traduction farsi, qui est plus proche en effet de Leila's Brothers, qui n'a pas exactement. Les frères de Leila. Oui, ce qui a plus de sens quand on a vu le film, je trouve. Sur ce point, sur le sous-texte, c'est vrai qu'il est, comme on a pu le lire partout, assez justement proche du Parrain. Les deux films utilisent leur récit comme des chevaux de Troie, l'un pour sonder, je veux dire, la société iranienne, l'autre la société américaine à travers des trajectoires familiales, quoi. C'est dans ce sens-là que je développe ça, et à travers une forme assez tragique. On y reviendra, je pense, où je peux développer là-dessus. Vas-y, développe. Justement, il y a un truc que moi j'aimais pas beaucoup dans La Loi de Téhéran, c'est que c'était pas vraiment un polar hard-boiled. Ça commençait comme un polar hard-boiled et puis ça finissait sur une espèce de film, c'est pour ça que le film me semblait assez hétérogène, sur un film qui était vraiment dénonciateur de la société iranienne. Il y avait un déséquilibre, clairement, dans La Loi de Téhéran. Ouais. Et là, je trouve que justement la très 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 grande force de Leila et ses frères, que je trouve qui est un film très très impressionnant, c'est justement que le récit, en termes de dramaturgie, d'événements, c'est vraiment le premier niveau. Il y a le deuxième niveau qui est les personnages et tout ce qui les travaille. Ensuite, en fond, en toile de fond, il y a vraiment cette société iranienne. Donc forcément, ça parle des trois niveaux. Tout ça s'entremêle. Mais tout ça est intrinsèquement lié. Mais la critique de la société iranienne, elle ne prend jamais le pas sur le récit tragique, en fait. Mais là où je pense qu'il est très fort, c'est justement la manière dont il installe cette première scène, qui est un peu la scène spectaculaire, où il a cette gestion de foule qu'on retrouvait déjà dans La Loi de Téhéran, même si j'ai peut-être des réserves sur l'intro, dans la mise en place de cette gestion de foule. Je trouve qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, mais c'est assez malin pour implanter le récit, poser un cadre,
auquel on n'aura plus besoin de refaire référence tout du long. Et donc ça pose vraiment la violence de ce contexte social sans avoir besoin d'y revenir tant que ça par la suite. Et de pouvoir resserrer son récit sur les personnages. Tu parles de récit resserré, en même temps c'est un film qui est extrêmement ample, comme le disait Oli, tant dans sa forme que dans de multiples degrés de lecture, je vais dire, que ce soit sur les relations intrafamiliales, que ce soit le dépassement de soi, le statut des femmes iraniennes ou la situation économique de l'Iran, ou même les différents régimes de pouvoir qui peuvent régir le monde et ce monde-là particulièrement. Mais il fait ça en gardant la simple puissance tragique de son récit, quoi. Et ça, c'est vraiment très très fort. Alors tragique dans le sens de la dynamique du récit, mais aussi dans sa volonté, je trouve, de donner des torts et des raisons à tous ces personnages. Et ça, je trouve ça vraiment pour le coup puissant et extrêmement malin, surtout qu'aucun de ces personnages en fait ne trouve sa place, pas dans le récit, mais dans leur vie respective. Et je trouve ça très très beau la manière dont ils gèrent ça. Il faut dire, donc pour surenchérir sur les personnages, donc on a des personnages qui sont pour la plupart extrêmement complexes, extrêmement détaillés. C'est là, il y a une comparaison, le film est promu en France avec une espèce de comparaison à Tolstoï, mais c'est vrai qu'on peut penser à la littérature russe quand on voit le film. Et européenne. Il y a vraiment un niveau de conflit interne qui est extrêmement développé, surtout chez les deux personnages principaux, Ali Reza et Leila, dont les scènes ensemble sur le toit sont vraiment souvent des affrontements extrêmement riches en termes de dialogue, de lumière, d'éclairage qui ne se voit pas, une espèce de blocage de scène, de mise en place des personnages dans l'espace, de la manière dont les mouvements des personnages vont être vraiment très significatifs. Et je trouve que l'exposition du film est vraiment brillante parce que très vite, chacun des personnages, des frères justement, est brossé. On va en apprendre plus sur eux au fur et à mesure. L'un des frères qui, on peut dire, un des moins bien servis en termes de scène et de consistance des scènes, c'est le frère qui est Farhad, je crois, qui est un peu culturiste. Mais qui est interprété par l'acteur qui jouait le flic dans La Loi de Téhéran, justement. Non, excuse-moi, je me trompe, c'est le frère escroc qui joue le... Non, là je te parle du culturiste, qui va être en tout cas complice d'une espèce d'apogée émotionnelle qui va arriver dans la dernière demi-heure, les dernières 40 minutes, quand justement il cède son passeport à l'un de ses frères qui doit s'enfuir et qu'on on comprend qu'il sait un peu l'image qu'il se trimballe au sein de la famille et qu'il a sacrifié un peu aussi sa vie et ses chances dans la vie pour toujours passer derrière, etc. Je trouve qu'il est très touchant justement à ce moment-là. Mais donc voilà, au début du film, vraiment la manière dont les personnages sont brossés, les enjeux entre la famille sont brossés, et alors surtout, on en parlait un peu en préparant cette émission, mais l'intérieur de cette maison où se passe peut-être, je sais pas, un bon 40% des scènes, quelque chose comme ça, il vit énormément. On y croit tout de suite, tant en termes de décor qu'en termes de découpage, et en termes surtout de mise en scène de ce qui se passe. C'est-à-dire que on croit vraiment à cette famille, la manière dont ils regardent la télé, la manière dont certains se mettent plus près de la télé pour pouvoir balancer des trucs sur la mère et sur le père, la manière dont ils s'insultent. C'est justement un des éléments, on a parlé de Tolstoï, on a parlé du Parrain, donc, et entre guillemets d'une tragédie. Pour pas oublier un des aspects du film, c'est un film extrêmement drôle. Il y a une vraie truculence autour des personnages, qui me rappelle pour le coup plutôt la comédie italienne des années 60, 70, je veux dire. C'est plus dans ce registre-là, moi, que je vois le film s'inscrire, parce qu'il y a vraiment, à la fois, ils montrent les personnages dans toute leur veulerie, leur faiblesse, mais sans jamais les condamner. Il y a une empathie pour tous ces personnages. Je trouve que, justement, la grande force, c'est qu'il ne s'enferme pas dans son récit tragique. Il se permet des ruptures de ton. C'est un film, tu penses constamment qu'il va se finir à un moment et qui repart sur une autre piste narrative, qui se redéploie constamment, qui t'échappe constamment. Et tu parlais de Tolstoï, je pense qu'il y a aussi chez Roustaï quelque chose qui tient du feuilleton. Il y a une logique de feuilleton, de manière de déployer des personnages sur tout d'un coup des retournements de situation qui rend le récit extrêmement ludique et attractif, et c'est quelque chose qui, à mon sens, empêche le film de s'enfermer dans un seul registre. Sur le côté, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, mais sur le côté littéraire du film, il y a d'abord une petite parenthèse sur la structure qui se fait jamais sentir, mais il y a quelque chose qui m'amuse assez là-dedans, c'est que le personnage
structurant du film, qui serait Leila, qui est vraiment la colonne vertébrale du récit, souffre elle-même de problèmes de dos. Et là, je trouve ça assez... Enfin, en plus, elle porte le poids du monde, mais aussi de ce récit presque trop plein pour une première vision. Mais sur le côté hautement littéraire, c'est vrai que je comprends qu'on parle de la littérature russe, d'une certaine littérature européenne, surtout francophone, je pense, mais aussi dans sa structure, avec une forme d'accomplissement en son milieu, hein, avec la scène du mariage, faux accomplissement, enfin accomplissement en papier. Ça réfère pas mal à tout un pan du cinéma américain qui a beaucoup utilisé de cette structure comme ça, qu'on a beaucoup appelé Rise and Fall, qui n'est pas, qui n'est pas toujours du Rise and Fall, mais avec une sorte de climax en son milieu. C'est un film qui va chercher ses références un peu partout, c'est toute l'intelligence. Et aussi, tu parlais de mélange de genres, etc. Ça se sent en effet sur l'humour qui se mêle à la tragédie, etc. C'est un film assez brillant là-dessus. Ouais. Enfin, moi, j'étais très très impressionné par la conduite du récit qui reste vraiment tout le temps haletant. Voilà, c'est Dostoïevski, là, pour pas parler de Tolstoï, mais Dostoïevski l'écrivait aussi dans des journaux, donc il fallait quand même qu'il soit tout le temps haletant. Et donc, derrière son récit haletant, il faisait ses études extrêmement détaillées de personnages. Donc, moi, j'étais quand même tout le temps dans ce récit, donc très peu dans l'analyse, très peu dans un espèce de regard un peu extérieur. Et donc, du coup, c'est vrai que, mis à part en termes de placement, comme tu disais, des personnages dans l'espace, le découpage, pour moi, s'effaçait complètement. C'est-à-dire, j'étais tellement dans le récit que j'aurais du mal, aujourd'hui, après une seule vision, à analyser comment est-ce que le découpage fonctionne vraiment, ou quels sont les partis pris de Saïd Roustahi, vraiment en ce qui concerne les scènes d'intérieur, mis à part, justement, dans cette deuxième partie où tous les frères font bloc contre Leila, et donc il y a un plan des 4 contre un plan d'elle. Mais il y a souvent la manière dont elle est séparée ou rejoint le cadre, ou entre guillemets est filmée avec ses frères ou avec sa famille, ou isolée dans le cadre, cette dynamique qu'il y a entre elle qui essaye de les extraire de cette pauvreté dans laquelle ils sont engoncés dans ces traditions. Le film a en plus souvent un discours assez frontal vis-à-vis de ça, et elle est complètement badass en fait, cette jeune actrice. C'est ça qui est assez jouissif, parce que je sens pas un discours qui me posait sur la condition féminine, sur les femmes en Iran. Ça émane vraiment du personnage, et c'est en ça que c'est à la fois ça donne lieu à des scènes dramatiquement assez jouissives et jamais pesantes en fait. Ouais, il y a quelque chose d'assez intéressant dans le film, c'est que disons qu'il joue avec bien des apparats du naturalisme de par sa nature sociale, une manière de suivre certains personnages, presque une certaine plastique à certains moments, alors qu'en fait le film en est très très loin, parce que c'est un film qui est très travaillé. On sent que sa mise en scène est en permanence au service du récit. Alors en effet, il essaie d'effacer un maximum toutes les coutures qu'on pourrait voir on vient d'en parler, hein, mais par des variations de genre, de ces styles, j'ai presque envie de dire. Un découpage à peine visible, t'en parlais, quelque chose de très organique. Mais malgré ça, t'as des cadrages qui se resserrent sur les personnages en parallèle de l'action pour créer une forme de sentiment d'enfermement. Et tout ça est en permanence guidé par l'action et par le récit, et jamais par le dispositif. Et ça, c'est assez brillant. Et sur ce point-là, le côté un peu naturaliste qu'on pourrait trouver au film, c'est toujours un signe de bonne santé d'un film qui se tient aussi bien en termes de rythmique alors qu'il n'a pas de musique. Et ou très peu, en tout cas, il y en a, entre autres dans la scène de mariage, etc., mais il y a très peu de musique additionnelle. Exactement. Mais moi, je parlais d'un découpage quasi invisible, surtout dans les scènes d'intérieur, mais après, parfois, il mesure complètement ses effets. Par exemple, quand Ali Reza revoit son ancien amour, ou que dans la scène du mariage. La scène du mariage sous les toits, où il se retrouve à affronter donc le cousin du père. Le cousin, qui est plutôt un personnage antipathique dès le départ, dont on voit toute la fausseté. La scène est jouissive. La manière dont il dispose les deux personnages dans l'espace, et la manière où il finit complètement écrasé sous les combles du toit, est absolument brillante. Ouais. Bah justement, c'est un bon exemple. Donc dans cette scène-là, pour resituer les auditeurs, donc il y a le personnage d'Ali Reza est extrêmement acculé. En gros, il va être humilié, toute sa famille va être humiliée. Bon, bref, et donc l'oncle lui hurle dessus, et c'est dans une pièce où il y a un côté de la pièce qui est en sous-pente, et donc Ali Reza va se retrouver à pousser dans cette extrémité où il va devoir se recroqueviller. Et ça, on peut dire,
que c'est c'est lourd, c'est illustratif. Il y a pas mal de trucs dans le film. Mais qu'est-ce que c'est drôle? Drôle, je sais pas, mais en tout cas, c'est lourd, c'est illustratif. C'est comme le bruit des pas du père sur les escaliers qui est super appuyé, mais même le choix de l'interprète de ce père et la direction d'acteur qui est liée à ce père. Tout ça est extrêmement... c'est appuyé, c'est pas un film, qui est tout le temps dans la subtilité, mais parce que c'est un film qui est en fait aussi baroque, quoi, qui a un côté plein, qui a un côté où il envoie la sauce, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de scènes, il y a beaucoup de dialogues, il y a des scènes avec de la foule, voilà, c'est un film qui est long, c'est un film qui est très ample et qui met les potards à fond, quoi. Ouais, après, il y a des... Je suis d'accord, hein, si on veut revenir sur les petits défauts du film, mais qui sont vraiment assez vite oubliables, c'est vrai que après, moi, c'est quelque chose qui me gêne assez rarement dans le cinéma. Ça me gêne quand j'aime pas un film pour d'autres raisons, en fait, mais ça me gêne pas en tant que tel, le côté un peu lourd, sursignifiant. Je trouve quand même que l'heure qui suit son premier acte, on va dire ça comme ça, parce que c'est vrai que le film est assez difficilement... On sent qu'il est très écrit, mais on sent pas la structure. Ouais, c'est assez difficile de le séparer en actes clairs et distincts, entre autres avec cette espèce de truc qui arrive au milieu et qui découpe ce qui pourrait être un deuxième acte en plusieurs parties. Enfin bon, bref. Moi, je trouve que la première heure qui suit le premier acte, comme je disais... Premier acte que tu achèves à quel moment? Ouais, c'est difficile à dire. Enfin, disons... enfin, bon... Allez, au bout d'une heure de film? Ouais, un peu avant, je dirais, au bout de 40 minutes de film. Je trouve toute cette partie... disons aussi essentielle que verbeuse, c'est-à-dire que je la trouve passionnante pour tout ce qu'elle raconte, mais je la trouve un peu discursive par la parole, quoi. Il y a un côté un peu... Ouais, mais il y a quand même un art du dialogue. Oui, et puis surtout à chaque fois... À chaque fois que la pesanteur de la parole se fait sentir, il y a une idée de mise en scène, il y a une idée de... Et en effet, du dialogue, parfois pas parler de punchline, mais il y en a qui touchent presque à ça, quoi, qui annihilent complètement je ne vais pas parler d'ennui, mais la lourdeur que peut avoir une aussi longue séquence dialoguée. Oui, puis les dialogues sont au top et les interprètes sont au top, quoi. Leïla et Ali Reza, ils sont merveilleux. Oui, c'est très étonnant que le film soit reparti de comme en bredouille de Cannes pour le film ou pour ses interprètes, qui sont absolument tous époustouflants. L'actrice principale en premier lieu. Tout à fait. Et en fait, le personnage central reste quand même Ali Reza parce qu'il c'est vraiment lui qui a le plus de conflits, parce qu'il est vraiment pris entre ce père qu'il respecte encore parce que lui il a pu se barrer, tandis que Leïla, qui est aussi la plus intelligente de la famille, elle est restée à la maison, et donc les vieux lui sortent par les elle est la plus combative. Mais lui, il revient, il a encore ce respect de son père et aussi des ambitions de son père. Il ne prend plus les ambitions de son père en dérision. Enfin, il ne prend pas encore plutôt les ambitions de son père en dérision. Et lui, il est pris entre ça et sa sœur qui lui dit mais wake up, on doit s'en sortir. L'avenir, c'est comme ça. Et c'est aussi pour ça que la scène finale est assez magnifique, quoi. J'allais en parler de cette scène finale suite à ce que tu disais. Je trouve aussi à nouveau, et c'est là que je reviens là-dessus, pendant tout un moment du film, je me questionnais sur la pertinence d'avoir beaucoup comparé le film auparavant, parce que je l'ai vu dans 40 trucs différents. C'est parce que c'est juste une tagline de Libé qui est sur l'affiche française, c'est tout, à mon avis. C'est peut-être été repris, mais en fait, je trouve que cette scène finale, elle convoque à nouveau pas mal le parrain à ce niveau-là. C'est aussi un des trucs les plus beaux que j'ai vu depuis très très longtemps, avec en termes de découpage, de chorégraphie, le placement des acteurs dans le film de manière générale est assez brillant, t'en parlais. Dans cette scène, il est question à un moment de jeune fille qui rentre au moment du décès d'un personnage, bon c'est spoiler, du personnage du père, avec ce personnage d'Ali Reza qui vient récupérer les cendres encore fumantes du père de sa bouche à sa bouche. Enfin, c'est un truc, on est dans une... Enfin, je veux dire, quand on est à ce degré-là de beauté allégorique, en plus c'est presque du cinéma muet à ce moment-là, quoi. C'est vraiment juste, tout est raconté intégralement par... le découpage, le regard, l'image, le placement des acteurs, les trucs, et c'est une perfection. Cette scène-là est vraiment une perfection de cinéma absolue. Et dernière chose, moi je trouve quand même que la vitalité de ce cinéma iranien-là parvient comme d'une autre manière celle du cinéma sud-coréen actuellement, et comme en fait la majorité des grandes vagues dans l'histoire du cinéma, dans des contextes
sociaux assez comparables, en fait. Ce que je veux dire, c'est que souvent, toutes ces vagues de cinéma-là qui portent un peu quelque chose naissent dans des contextes sociaux comparables. Après, la critique du système, ou en tout cas l'observation du système de la société iranienne, passe vraiment comme un arrière-plan, mais indissociable du film, hein, c'est pas ça, mais ne prend jamais le pas sur le récit et le tragique du récit. Et ça, c'est un truc que Asghar Farhadi, je trouvais, réussissait dans certains de ses films, certains de ses premiers films, et que maintenant, il a cette espèce de structure scénaristique hyper lourde et hyper voyante qui prend toute la place dans ses films. Il y a une dimension populaire quand même beaucoup plus forte, à mon sens, chez Roustahi. Le film fonctionne beaucoup plus sur des mélanges de genres, sur une logique de cinéma de genre et de code usité du genre, pour au final travailler autre chose en profondeur. Mais il y a une dimension beaucoup plus populaire et fédératrice dans le cinéma de Roustahi que dans celui de Farhadi, à mon sens. Très bien, merci messieurs. Je pense qu'on a été assez long sur Leila et ses frères, même si le film en valait la peine et que c'est le gros morceau, un des films de l'année, hein, pour moi, je pense pour l'ensemble de la rédaction également. Et donc maintenant, on va passer plutôt à un tout petit pousset. This process might seem overwhelming, but with a little practice, it can soon become a pleasurable experience. This is perfectly natural. Il s'agit donc du premier long métrage écrit et réalisé par Zach Cregger qui a commencé au début des années 2000 en formant avec un groupe de potes du secondaire une troupe comique baptisée The Whitest Kids You Know. L'aventure s'est poursuivie à la télévision puis Zach Cregger est apparu dans plusieurs sitcoms différentes au cours des années 2000-2010. L'écriture de Barbare donc lui a été inspirée par la lecture de The Gift of Fear, Survival Signals That Protect Us from Violence, un manuel qui incite ses lecteurs et ses lectrices à suivre leurs intuitions et à reconnaître les signes qui indiquent qu'ils sont en train de se mettre dans une position potentiellement dangereuse dans laquelle ils pourraient être violentés. Et donc tout ça se formule comment en termes de pitch Eh bien le pitch c'est qu'à Brightmoor, c'est un quartier abandonné et délabré de Détroit, Tess, c'est une jeune femme qui a une petite trentaine d'années, a loué une maison via Airbnb. Malheureusement, cette maison a déjà été louée par un jeune homme du nom de Keith. Après avoir pris de multiples précautions, les deux protagonistes partagent la maison pour la nuit, mais en tout bien, tout honneur. Le lendemain, Tess découvre à la cave de la maison une porte dérobée qui renferme des traces d'enfermement et de séquestration. De retour, Keith insiste pour aller jeter un œil et puis disparaît. Mais là, je vous raconte vraiment la première demi-heure, même pas. Enfin, j'ai pas balancé vraiment de gros spoilers. Et à un moment, donc, dans ce débat, on va faire un spoiler break. Alors, Tess est interprétée par Georgina Campbell, que j'avais jamais vue et qui est plutôt bien. Keith par Bill Skarsgård, qui était le Pennywise des adaptations de It, signé Andy Muschietti. Triste souvenir. Et le film compte aussi au casting Justin Long, qu'on avait découvert dans Jeepers Creepers de Victor Salva en 2001 et qu'on a vu aussi dans Jusqu'en Enfer de Sam Raimi en 2009. Produit pour 4,5 millions de dollars par Regency, la boîte du légendaire Arnold Milchan, Barbare est sorti en salle en Amérique du Nord et d'autres pays anglophones, rapportant jusqu'à 10 fois sa mise au box-office. Après cela, le film serait devenu un gros succès des plateformes de streaming, serait conditionnel parce que les chiffres des plateformes de streaming, c'est quand même un peu opaque encore. Alors, on fait un premier tour de table rapide, sans spoilers, et puis on fera un petit signal et puis on rentrera plus profondément dans l'analyse. Manu. C'est un film qui est assez séduisant, je pense, dans ses 40 premières minutes, avant justement le spoiler alert. C'est un film qui arrive, je trouve, assez bien à ménager sa tension de la situation conflictuelle qu'il a installée dès le départ, de ce partage d'Airbnb entre deux personnages, à quel point on peut faire confiance à l'autre. Et le film avance par petites touches, par petits indices qui amènent une certaine tension. Et je trouve Cregger assez habile à manier ça. Et si le film ne s'était tenu qu'à ça, que cette première partie, j'ai envie de dire de pur film de genre, assez humble en fait, même si ici et là on voit s'immiscer quelque chose qui va déborder complètement dans la deuxième partie. Moi, j'ai un problème avec la deuxième partie, non pas par la rupture de ton qu'instaure le réa dedans, mais par tout d'un coup la mise à l'avant
un aspect, bon, on va dire woke, si le mot woke avait un quelconque sens. Tu veux dire encore Wookie ? aujourd'hui. Non, mais pour être peut-être plus juste, moi, le problème que j'ai, c'est quand d'un coup, l'idéologie prend le dessus sur le récit. Et moi, là, ça commence vraiment plutôt à m'emmerder. Non pas que j'ai un souci avec ce que le film dit, mais en revanche, en termes cinématographiques, l'idéologie me fait chier au cinéma. Parce que ça n'émane plus des personnages, c'est quelque chose qui tout d'un coup se retrouve apposé. Les parcours sont très problématiques. Là, tu as parlé de Justin Long. Moi, je trouve que c'est une catastrophe, l'arc narratif de Justin Long. Il est complètement bazardé. Et c'est quelque chose, en plus, qui ne naît pas uniquement du déséquilibre de registre, de ton, de caractère qu'il y a entre ces deux parties, mais qui est bien par ce militantisme qui, en plus, à mon avis, un militantisme assez faux cul. Bon, voilà, je vais vous laisser parler du film parce que c'est un peu compliqué de pérorer sur une deuxième partie dont on révèle assez peu d'enjeux. Oui, c'est difficile de faire un premier tour, enfin de rebondir sur ce que vient de dire Manu sans rentrer dans les spoilers. Parce que moi, je suis full d'accord avec ce que vient de dire Manu. En fait, moi, je pourrais l'être aussi. Sauf qu'en fait, ça me semble être j'ai l'impression que le film se fout complètement de ce sujet-là, quoi. Ce qui l'intéresse beaucoup plus, c'est ce qu'il y a en dessous. Et le film est assez littéral là-dessus. Parce que c'est vrai que le film est très littéral dans sa manière d'aborder ce sujet de surface, je veux dire, très en phase avec l'époque. Et l'approche massivement utilisée dans ce type de cinéma-là. J'ai l'impression qu'il n'existe plus un film d'horreur qui n'ait pas au moins un vernis woke, comme tu viens de le dire aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de trouver un terme français pour dire ça Moi, je te disais idéologique. Et ouais, voilà, ouais. Ouais, c'est ça. Mais j'ai l'impression vraiment que ce qui l'intéresse, c'est pas ça, quoi. Moi, je vais peut-être prendre juste vite fait la parole 2 secondes et puis ensuite on lancera le jingle spoilers. Donc moi je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Manu. Je crois savoir où tu vas avec cette deuxième lecture, Lucien, et je vais peut-être un peu amorcer ça en disant juste que le film se passe à Détroit et il y a le décor de Détroit est relativement exploité. En tout cas, plus que relativement. Ça c'est intéressant. Et je pense qu'il y a surtout ce qui m'intéresse le plus finalement dans ce film, c'est que ce film va rejoindre une espèce de corpus de films qui prennent Détroit comme décor, et ça je trouve ça quand même vachement intéressant, même si le film pour moi est vraiment très très loin de Don't Breathe ou de It Follows, que moi j'aime beaucoup. Je sais que Manu a beaucoup de réserves, mais je pense qu'on va en reparler ensuite. Donc on balance le jingle. What'd you think of the season finale of Game of Thrones? Right? Oh, no. I'm reading the books. Oh, sorry. In the middle of the first book. And he reads slow. Hey. We can never talk about it. We're never going to talk about it. Okay. No, you're right. Hey, has anybody seen that new Russell Crowe thriller? Because let me tell you... Sorry, it's just, we're going tomorrow and I don't want to know a thing about it. Donc maintenant, je pense qu'on peut y aller franchement, hein, c'est ça l'idée. Non, mais ce que je disais plus tôt, c'est qu'en effet, il y a ce vernis qui est un peu pénible et qu'on retrouve partout. Mais je trouve qu'ici, il y a quelque chose de plus intéressant que ça, et que ça me semble être qu'une porte d'entrée. Tu parles du vernis donc de masculinité toxique, discours sur l'empowerment féminin, ou plutôt la prise l'égalité des sexes, etc. Ouais, selon moi en tout cas. Mais moi je trouve que, et souvent c'est ce qui m'intéresse très régulièrement dans le cinéma d'horreur, je trouve que en fait le sous-texte de ce film-ci est celui qui m'intéresse le plus. Il est bien plus proche de Massacre à la tronçonneuse, de La colline à des yeux, ou du film de Craven dont j'ai oublié le titre, les gens sous le sous-sol de la peur, le sous-sol de la peur, que du dernier Jordan Peele, quoi. Parce que ce qui est plus clair pour moi à chaque fois, hein, c'est Toré qui revient souvent là-dessus en disant quand on décortique un film d'horreur, faut se demander où est le mal, d'où il vient, qu'est-ce qu'il représente, quoi. Bah là, le mal, il habite des terres industrielles au sein même du foyer moyen, et sans même que l'on puisse s'en soucier. Il semble né dans sa deuxième partie, j'ai pas bien catché si c'est la fin des années 70 ou le début des années 80, mais en tout cas, ça vient de là. L'élection de Reagan. Ouais, c'est ça. Là où s'arrêtait plus ou moins Massacre, justement, et il semble prêt à rejaillir pour faire faner jusqu'au dernier bastion de la banlieue américaine moyenne. Donc vraiment, là, Détroit est ce qu'il en reste. Pour le coup, je trouve que Détroit est très bien filmé.
dans sa première partie. Et le film montre vraiment, je veux dire, en plus on est vraiment dans une shotgun house, la maison classique américaine. Alors, il y a ça, mais en plus, moi je trouve que le mal est assez pluriel. Alors oui, il charrie les pires violences sexuelles. Je trouve d'ailleurs le film beaucoup plus intéressant sur son versant, je veux dire, consanguin que sur ses apparats de son récit de surface, comme je le disais, mais aussi d'une nation qui consigne sa monstruosité dans des ghettos abandonnés. Et je trouve que là-dessus, le monstre est assez brillant. Le monstre du film résonne comme une parfaite, je veux dire, difformation de ces deux passionnantes idées, le côté consanguin et le côté enfoui d'une certaine classe américaine. Et l'héroïne serait la volonté contemporaine, je vais dire, de déconstruction, qui est donc un peu, pour revenir sur le premier, la première lecture qui pouvait gêner Manu, mais à l'instar de son colocataire, qui sont deux personnages qui viennent en fait gentrifier ce lieu-là pour le pire et pour le meilleur, parce que c'est assez littéralement ça, quoi. C'est des personnages qui viennent gentrifier un lieu qui a été délaissé et déjeté. Moi, le problème, c'est ça, à mon avis. Pour moi, le problème, ce que tu dis, à mon sens, c'est plutôt le discours de surface. C'est plutôt un petit peu l'habillage confortable politique qui pourrait y avoir, alors qu'il prend pour cadre Détroit, il le filme pas tant que ça, pour des raisons aussi purement logistiques, puisque le film est tourné en Bulgarie. Mais tu peux pas passer outre le fait que le mal, entre guillemets, la figure monstrueuse, elle est générée par les hommes, et là, c'est lourdement appuyé. C'est quand même plusieurs fois souligné. La manière dont est construit le personnage de Justin Long, le moment, alors en plus j'ai l'impression... Ça pour le coup c'est très en surface. Non, c'est pas du tout en surface. Parce que c'est déjà quelque chose qui commence à installer dans la première partie du récit par une discussion qu'on essaie de te faire passer en loose day parce que les deux personnages sont un peu avinés le soir avant de se coucher sur la toxicité de la relation dans laquelle le personnage est. Ça va encore. Sauf quand arrive ce deuxième moment qui est le moment entre guillemets... post-MeToo, où ce personnage de Justin Long est accusé d'avoir violé une de ses collaboratrices. Le film pourrait être beaucoup plus intéressant s'il n'y avait pas de résolution, si un doute subsistait sur les agissements de Justin Long. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait une scène totalement gratuite, où il se place très confortablement dedans, parce que je crois que c'est lui qui joue l'interlocuteur de Justin Long dans la boîte de nuit, c'est le réalisateur qui joue ça, et qui lui demande d'avouer qu'est-ce que tu as fait. Et donc là, on a le personnage de Justin Long qui dit clairement ce qu'il a fait. Donc c'est pas du tout quelque chose qui est à l'arrière-plan, c'est lui qui le ramène dans le récit. Donc son cheval de Troie, moi, c'est plutôt ça qui cherche à te développer et qui va continuer à marteler avec, là aussi, la fin du personnage de Justin Long, qui est pas possible. Je veux dire, le personnage qui, dans sa veulerie, tout d'un coup, une minute avance, assume ses faiblesses, puis fin de compte se comporte comme le dernier des connards, si c'est pas sursouligner le discours c'est ce que je dis sur la veulerie, mais oui, mais justement, tu peux pas dire que c'est du vernis. Justement, il te martèle ce discours-là ultra confortable, et le reste, le décor du mal américain qui vit dans les bas-fonds, c'est juste de l'enveloppe de genre, c'est tout. Il ne le traite pas. Il ne traite pas du tout de l'émergence du mal dans ces banlieues américaines. Justement, d'ailleurs, c'est aussi hyper tiré par les cheveux et ramené dans le récit d'une manière qui est complètement artificielle et pas très honnête de la part d'un cinéaste, je trouve, avec ce flashback, quoi, où il te balance toutes les thématiques. Donc flashback sur le gars à qui appartenait la maison avant, et il y a la radio, et il y a Reagan qui arrive, et c'est hyper lourd, mais on vient de dire que la lourdeur au cinéma ne gênait pas spécialement. Non, mais ça c'est... Mais là c'est la lourdeur idéologique, c'est ça le problème pour moi. Et ça c'est ramener toute cette thématique que tu aimerais voir traiter un peu comme en effet une espèce d'enveloppe genre ah ouais mais en fait je parle de ça, mais tu vois en fait il le traite pas tout ça. C'est le même problème que j'avais avec le Candyman, la production de Jordan Peele qui avait un peu ce même discours sur la gentrification. Là c'était Chicago, c'était pas Détroit, mais il y avait ce même truc où en fait on t'amorce, c'est le système de la Pandora Box à la Abrahams, où on t'amorce un truc et on le résout pas, on te vend en fait un concept, on te vend quelque chose, on ne le traite pas. Ce film ne traite pas des sujets qu'il aborde. Ouais, mais alors, enfin, bon, qu'est-ce qui traite c'est quoi un traitement dans ce type de film, quoi ? Parce que moi, je vois pas un traitement beaucoup plus fin sur ce point de vue-là dans d'autres films que j'ai cités plus tôt, hein, par exemple. Pourtant, c'est là, quoi. C'est là, et c'est pour ça aussi qu'on s'intéresse à ces films-là plus qu'à n'importe quel autre.
Moi, le discours sur la gentrification, personnellement, j'ai pas vu. De toute façon, moi, ça me semble évident. Moi, de toute façon, moi, je vois pas très bien le problème, quoi. Il y a des quartiers délabrés, il y a des gens qui arrivent pour en faire des trucs mieux. Je dis pas que c'est un problème. Quoi. Je dis pas que c'est un problème. Hein. Je pense pas que le film dise que c'est un problème non plus. Je dis juste qu'il démontre quelque chose qui se passe dans le monde contemporain. Je trouve ça super intéressant de le voir là-dessus, parce qu'en plus de ça, moi, je trouve quand même que le film est assez régulièrement surprenant. D'abord dans sa manière, dans sa première partie, d'utiliser vraiment la peur de l'inconnu. C'est quelque chose que faisait très bien, par exemple, pour citer un autre film dont je n'ai aucune idée de votre appréciation, un autre film d'horreur, The Descent, qui était un film, je trouvais assez malin aussi sur la manière d'utiliser vraiment les peurs les plus basiques. Hein. Dans The Descent, c'était vraiment le vertige, la claustrophobie, le truc dans un premier temps, avant de faire arriver un postulat d'horreur beaucoup plus fort. Ici, le film fait un peu la même chose, mais en utilisant en plus des codes qu'on connaît. D'ailleurs, ça me fait penser que le film joue du fait que vous pensez que ça va être ça, mais en fait non, c'est autre chose. Dans un premier temps, dès le départ, quoi, tu te dis, bon ok, la meuf, elle arrive dans un Airbnb, il y a déjà un mec qui est joué par l'acteur le plus inquiétant du monde en plus, t'es sûr qu'il va se passer un truc là-dessus. Ben non, c'est pas ça. Et c'est pas ça parce qu'aussi, l'héroïne, pour le coup, et ça c'est peut-être un discours... je sais pas quel mot on a dit qu'on utilisait. Idéologique, j'en sais rien, mais moi je trouve ça assez malin. Qu'en fait, cette femme, elle sait exactement quel est son traitement dans n'importe quel film d'horreur, et donc elle va le prendre en compte dans sa manière d'agir sur le récit. Et ça, je trouve ça super intéressant. À ce moment-là, quand tu arrives au paroxysme de l'horreur, tu te dis, tu pourrais avoir vraiment un film d'horreur hyper effrayant, hyper horrifique, pour rester simple. Mais il te le cut sur un écran noir et puis il repart sur autre chose pour réinterpréter le récit d'un autre point de vue. Et c'est peut-être discursif, c'est peut-être lourd, tout ce que vous voulez, ça, je suis assez d'accord avec vous là-dessus. Moi, ça me dérange pas. Je disais que ça me dérangeait pas sur Leila et ses frères, ça va pas me déranger ici non plus. Mais non seulement il va reprendre son discours d'un autre point de vue, mais en plus il va réinterpréter les espaces qu'on connaît déjà de la première partie. Et ça, je trouve ça même en termes de mise en scène assez malin. La manière dont il va... Si, mais vous revoyez le film. Regarde, comme dans la première partie, il filme cette maison... comme vraiment le foyer américain moyen, assez accueillant, chaleureux, etc. Et comment, au moment où ils reviennent dans cette maison-là, il va commencer à modifier les lignes de fuite, à les raccourcir, à créer, à nouveau, à déformer complètement ces espaces-là qu'on connaît parce qu'on a vu tous ces films d'horreur-là, mais qu'on connaît aussi parce qu'on a vu la première partie du film. Je trouve que c'est assez malin, et de manière en plus là-dessus, pour revenir sur pour refaire une connexion avec ce que je disais sur Détroit, je trouve que le film est presque une sorte d'antithèse, à l'exception près peut-être de It Follows et Don't Breathe, de la majorité des films d'horreur, mais même de films de manière générale, s'étant penché sur le cas du Détroit contemporain, au film de Ryan Gosling, etc., qui, je veux dire, mettait très, très en avant le côté plastique de la déchéance de la ville, là où justement ce film-ci fait un peu l'exact opposé, je trouve. Et ça, je trouve ça super intéressant sur la question de la réinterprétation des espaces connus dans l'imaginaire commun ou connu. Et il le fait assez peu. Moi, là où je le trouve plutôt... Il le fait. Plutôt malin. Oui, mais encore, moi, je trouve que c'est circoncis vraiment à la première partie. Et j'en démordrai pas, désolé, Lucien. La dernière partie, mais pour le coup, sur le Détroit, avec ce personnage... Enfin, vraiment, si ça n'existe pas, ça existe en tout cas. C'est pas Détroit à ce moment-là, mais... Tu veux dire le personnage qui habite dans le château d'eau? Oui, c'est pas Détroit, c'est n'importe quelle ville industrielle abandonnée. Oui, mais pour moi, il est plus intéressant quand il joue de rupture et de contraste, c'est-à-dire cette arrivée en pleine nuit où on discerne assez peu le décor, et le lendemain, quand elle découvre, entre guillemets, l'extérieur de la baraque, sont des moments plus intéressants dans ce que ça raconte, dans ce que ça évoque, et sans tenir un discours sur la déchéance des grandes villes américaines et la gentrification. Non, je te parle juste en termes de... Je sais pas qu'il a un grand discours. De pur point de vue, de déplacement du regard des personnages. Tu parles de changement, entre guillemets, de point de vue dans la deuxième partie. Il tient surtout que, je pense, dans la deuxième partie, il use beaucoup plus de grand angle. Il y a une volonté de grand guignol, de filmer tout en plein, entre guillemets, en plein jour, j'ai envie de dire, en pleine lumière. Mais pour moi, ça annihile toute dimension de terreur horrifique. Et pour moi, le problème, c'est que c'est tenu quand même par un personnage qui est quand même le personnage qui débute, entre guillemets, si on accepte le flashback, qui débute le récit, donc qui est le nouveau narrateur du film. Et non, là, tu parles de qui là? Tu parles du personnage de Justine Long, et qui est écrit avec le cul. Et pour moi, j'ai un problème, parce que j'ai un problème quand tu vas me vanter
redéploiement d'un récit, quand ce récit est assis sur un personnage qui est aussi mal écrit. Et on parle quand même de vraiment 2 films. Il y a 40 minutes et il y a encore 40 minutes après. Et moi, c'est quand même le souci que j'ai, c'est que je dois me farcir ça avec toutes les voyants qui clignotent sur tout ce qu'il faut cocher aujourd'hui, idéologiquement, pour te dire, regardez, je suis consistant. Non, mais là, je suis assez d'accord avec toi. Les personnages sont pas... Mais bon, c'est à nouveau quelque chose quand même qui est hyper récurrent dans le cinéma d'horreur. Des personnages qui... Il y a des gens qui ont un peu plus d'humilité. Moi, je trouve que Fede Alvarez, tu vois, dans son film-là, il y a un discours latent, entre guillemets, mais il ne passe que par des éléments de genre. Et il ne met pas ça à l'avant-plan pour dire, regardez, parce que pour moi, à mon sens, là, tu as affaire à un petit malin. Plutôt qu'un bon artisan. Fede Alvarez, je passe plutôt de l'artisan humble qui fait le job et qui me met plus mal à l'aise que ce genre de petit malin qui, au final, une fois qu'il a fini son parcours de genre, dire attends, je suis quand même plus malin que ça, les gars. Je suis quand même plus intelligent que ce que je traite. Ben, va te faire foutre, mec. Pour info, Fede Alvarez, c'est le réalisateur de Don't Breathe. Je suis pas d'accord avec ça parce que je trouve qu'on s'éloigne. En fait, à l'inverse, j'aurais tendance à dire presque l'inverse de toi. C'est-à-dire que on a une première partie qui est plus codifiée de ce qu'on appellerait aujourd'hui plus la elevated horror, qui est un terme qui a pas plus de sens que woke, mais enfin bon bref. Qui serait donc une manière d'interpréter le cinéma d'horreur de façon extrêmement cérébrale, allégorique, polysémique, tout ce qu'on veut, qui est à nouveau presque la seule manière d'aborder l'horreur aujourd'hui, ou en tout cas 95% des films qu'on voit aujourd'hui de films d'horreur se veulent de ce courant-là. J'ai plutôt l'impression que la première partie du film se tient plus de ces codes-là. Et puis dans son dernier tiers, justement, je trouve qu'il fait beaucoup moins. C'est pas son dernier tiers, c'est vraiment sa deuxième partie. La deuxième partie, c'est 40 minutes et 40 minutes à peu près. Oui, en termes de timing, mais il y a quand même 3 parties assez distinctes dans le film. Il y a la première partie avec Skarsgård, il y a le flashback, et puis il y a la 3e partie avec Justin Long et toute la fuite, etc. Non, le flashback, il est déjà incorporé dans toute la partie avec Justin Long, qui est quand même vachement plus longue. C'est 40 minutes et 1 heure avec Justin Long. Ouais, quelque chose comme ça. Enfin bon, moi je mets le flashback un peu comme une partie extérieure. En tout cas, dans son dernier tiers, vraiment à partir du moment où elle retourne pour ils sortent de la maison. Ils sortent de la maison, voilà. Là, le film plonge allègrement dans le bis le plus sanguignolant, littéral, démonstratif si tu veux, mais aussi respectueux, je trouve, de sa facture et de ses aînés sur ce point de vue-là, en mode, bon, ben voilà, vous avez eu votre première partie cérébrale, ben maintenant vous aurez un truc beaucoup plus grand guignol. Moi, c'est une manière de se défausser, en fait. C'est une manière de vraiment de se défausser vis-à-vis de ce qu'il raconte, où en fait il se prend... Il n'est pas très consistant en fait. Consistance, moi j'ai l'impression qu'on peut dire ça enfin, c'est toujours une question d'ange. J'ai l'impression que dire d'un film qu'il est peu consistant, non, on peut dire ça de n'importe quel film. Quand tu as cette prétention absolue de te marteler un discours, tu as intérêt d'avoir une colonne vertébrale. Moi j'ai l'impression que passé ça, il renfonce le même clou et il dit pas grand chose de plus et pas grand chose de nouveau. Il prend un point de vue différent sur le même, peut-être sur les mêmes sujets, sur les 2 mêmes sujets à mon sens. Voilà, moi je trouve ça intéressant. Et dernière chose sur les personnages qui sont, il est vrai, pas hyper travaillés, mais c'est parce qu'en effet, moi je crois qu'il s'en fout. C'est pas ça son propos. Je trouve qu'en fait son idée c'est de s'approprier les lieux qu'il filme par le récit. C'est vraiment pour moi. Voilà, vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais pour moi, c'est le sujet du film. C'est ça que veut faire le film, c'est s'approprier les lieux par le récit. Et dans cette idée, les personnages ne comptent que pour leur capacité à dévoiler les lieux. Et ce qu'ils représentent pour ce que ça a de pire dans l'esprit de Manu, pour ce que ça a de meilleur dans le mien. Non, mais je sais pas, vous en avez parlé longuement déjà du film. Moi, je trouve que... donc, je vais pas remettre dessous dans la machine, mais juste... dire que moi déjà ce premier revirement ça me semble être un peu
Je trouve ça en fait facile. Je sais plus quoi faire de mon récit, alors je te balance un autre personnage, on va aller avec un autre personnage qui va aborder le sujet d'une autre manière, et puis... à nouveau, c'est pas parce qu'il sait pas quoi faire de son récit, c'est une volonté qui est bien claire. Je pense pas que ce soit genre, on a écrit ça, puis hop, qu'est-ce qu'on allait faire en fait. Non, il y a une volonté, il y a une structure qui est là, et qui n'est pas celle que vous attendez. Pas tant que ça, puisque ça correspond quand même au premier traitement qu'il a du film, qui correspond aux 40 premières minutes, entre guillemets, ce qu'a pitché Olivier, qui était, entre guillemets, son idée de base. Donc à un moment, il s'est dit, comment je dois un peu muscler derrière ça. D'autre part, moi je suis d'accord que le film, on disait il est pas consistant, moi je dirais qu'il se tient pas en fait. Déjà je trouve qu'il fait jamais peur ce film, contrairement à toi. Je trouve qu'il joue que sur la surprise. Sur la surprise. Je suis pas d'accord. Il y a une notion de tension qui est créée justement par le travail. On peut noter quand même le travail du chef-op sur les basses lumières, de limite du regard que tu peux avoir dans la profondeur de champ, qui dans la première partie, quand on découvre le décor et qu'on finit par s'y enfoncer, crée une certaine angoisse, une certaine tension latente. Moi, le souci, c'est effectivement, il commence en fait, j'ai envie de dire, pas dans la rupture de ton, mais dans le plan juste avant, où d'un coup les choses sont montrées en pleine lumière, où on fracasse un des personnages principaux du film en pleine lumière, et là d'un coup toute notion d'effroi, de tension disparaît. D'autre part, je trouve que ce monstre n'est pas du tout inspiré. On dirait que pour moi c'est une énième ressucée du monstre de Rec qui a déjà quand même aussi 20 ans, et dans le sens où le film se tient pas, c'est aussi qu'à la fin il finit dans une espèce de grand guignol plutôt totalement assumé, avec le monstre qui défonce les murs et tout, qui ne joue encore une fois que sur la surprise, qui est jamais de la chèvre ou du chou, quoi. C'est vraiment un truc qui j'avais vraiment l'impression qu'il savait pas quoi foutre de son bazar. À nouveau, c'est porteur de sens, mais je parle là, pour le coup, vraiment, le fait qu'il arrive dans le château d'eau, là où il est jamais venu, etc., juste à ce moment-là, ça rentre tout à fait dans la logique du film. Maintenant, si vous avez choisi de pas le voir, ça c'est votre problème, les gars. Non, mais en tout cas, je rêve du film qui utiliserait vraiment Détroit comme décor horrifique à son plein potentiel, quoi. Et ça s'appelle Grand Torino. Hein. Bon, très bien, sur ce petit bottage en touche de Manu, on va passer au conseil. Écoute, pourrieux, pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre? On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on te chiera. Et donc nous voici dans la dernière partie de cette émission, donc la partie consacrée aux conseils, et c'est Manu qui commence. Eh bien moi je vais avoir un conseil littéraire, mais qui va avoir aussi quand même un lien avec le cinéma, à plus d'un titre vous allez le voir. Il s'agit du roman le bien nommé Le Capitaine Lightfoot de William Burnett, qui est un grand écrivain et scénariste américain à qui on doit notamment le scénario de Little Caesar, un des premiers films de gangsters avec Edgar J. Robinson, mais aussi de Hyde Sierra, de Harold Walsh, tiré justement d'un des romans de Burnett. Il faudrait justement qu'on essaye de se faire un focus sur Walsh, je pense que ça serait pas mal, un de ces jours. Ouais. Le Scarface de Hoth, Quand la ville dort. Donc il y a beaucoup aussi entre le roman noir et le western. Ici, le roman dont je vais parler se situe plus dans un registre du récit d'aventure, ou que l'on pourrait rattacher par exemple à L'île au trésor de Stevenson, ou Le maître de Ballantrae également de Stevenson. Ça, c'était pour le premier lien avec le cinéma. Le deuxième, je vais le faire sous forme un peu de quiz. C'est que le roman est la source d'inspiration d'un film qui est assez cher à l'équipe de transmission. Donc je vais un peu pitcher le film sous forme de devinette ou de quiz pour voir si vous allez reconnaître le film dont le roman est la source. Donc le roman débute en Irlande, où l'on suit les aventures de Martin, un jeune garçon impulsif et séducteur, qui va devoir fuir son village natal après avoir assommé par amusement le percepteur du comté, et qui va croiser la route d'un brigand de grand chemin, déguisé en pasteur, le légendaire capitaine Lightfoot, qui va le prendre sous son aile, en faire son compagnon d'armes, avant de succomber à ses blessures et aider le jeune homme à lui succéder sous le patronyme du capitaine Thunderbolt. Vous aurez deviné le film, les gars ? Oui, Le Canardeur de Cimino. Tu peux redire exactement le titre ? Alors, le titre, c'est justement Le Capitaine Lightfoot de William Burnett. Très bien, merci Manu. Et pour laisser encore un petit peu de temps à Lulu pour chercher son conseil, je vais moi vous parler 2 secondes de RMN, le film de Christian Mungiu que je suis allé voir. Je suis assez client du cinéma de Christian Mungiu, j'aime vraiment, même si Baccalauréat c'était pas trop mon truc, mais j'avais beaucoup aimé, je suis un grand défenseur de Au-delà des collines. J'aimais bien vraiment l'atmosphère à la lisière du fantastique qu'il arrivait à développer dans ce film-là. Ici, on retrouve dans ce film-ci, donc RMN,
cette atmosphère un peu fantastique. Le film se passe en Transylvanie, dans un village vraiment à la frontière de plein de pays, plein d'influences, et est exploité vraiment la notion de la xénophobie dans le film. C'est un mal dans le film qui tourne en cercle concentrique, c'est la xénophobie d'ouvriers qui viennent du Sri Lanka ou alors de ton voisin, quoi. C'est vraiment du plus petit au plus large. Et c'est un film qui est très beau plastiquement, qui joue sur le plan séquence, mais tout en n'étant jamais ostensible ou tout en n'attirant jamais l'attention sur son propre style. Et c'est un film qui, malheureusement, là où je trouve que le film est un peu comment dire, la limite du film, ou alors c'est peut-être ma limite à moi, mais je trouve que le film, il est tellement sec dans son récit, il te donne tellement peu vraiment de clés de manière évidente que moi, il y a vraiment des choses qui ont pu m'échapper, qui m'ont un peu, on va dire, handicapé ma vision, en tout cas, et la tension qu'il y a dans le dernier acte, même si on sent qu'il y a une tension qui est vraiment palpable, vraiment dans le climax du film. J'avais pas toutes les clés et je comprenais pas tous les enjeux du récit, et je crois que c'était assez commun parce que j'en ai discuté pas mal. Enfin voilà, Munju, il est allé trop loin dans la sécheresse, trop loin dans l'épure, trop loin dans la confiance qu'il fait à son spectateur pour comprendre en fait. C'est un film qui est peut-être pas assez généreux, on va dire, mais qui est quand même passionnant, vraiment passionnant à regarder. J'ai pas grand chose, alors je vais juste faire un pot pourri de choses qui m'ont intéressé dernièrement. Alors j'ai revu plusieurs Universal Monsters, dont plusieurs James Whale, cinéastes que j'aime énormément, particulièrement L'Homme Invisible. J'ai regardé une super interview de John McTiernan sur le YouTube de Transmission. Merci à l'équipe pour ça. Et j'ai refeuilleté un bouquin que j'avais lu il y a quelques temps, qui est L'œil qui jouit de Jean-François Roger, qui est un agglomérat de différents textes à lui, et ce monsieur est passionnant, donc voilà, si vous avez l'occasion de jeter un œil à ce bouquin, ça vaut la peine. Jean-François Roger, qui était l'ancien directeur ou programmateur de la Cinémathèque française, je pense. Je pense. Et qui écrit pour Le Monde aussi, qui c'est le programmateur, un très chouette pas le critique, directeur. Qui est souvent impliqué dans beaucoup d'événements cinéphiles dans le monde francophone, et de manière extrêmement large, puisqu'il anime des ciné-clubs assez pointus, et c'est lui aussi qui fait la nuit du Nanar au Grand Rex, enfin tu vois, donc voilà, il est assez... Quand on aime le cinéma, on l'aime totalement. Exactement. On l'embrasse totalement. Et on embrasse Jean-François. Sur ces belles paroles, nous vous remercions, chères auditrices, chers auditeurs, de votre écoute, et on vous encourage très fortement à aller voir Leila et ses frères en salle si ça se joue encore près de chez vous. Merci Manu, merci Lucien. Merci à vous. Et à très bientôt. Ciao.